Aujourd'hui, je vais vous emmener là où peu de gens osent vraiment poser leur regard. Ce que je vais vous montrer, c'est la face cachée d'une ville que l'on croit connaître. On va marcher ensemble dans 5 rues. 5 artères presque anonymes. Mais chacune d'elles a vu naître des révolutions, des poètes, des espions, des philosophes. Je vais vous raconter ce qu'aucun guide touristique ne dit. Ce que l'on ne lit pas dans les brochures. Ce qu'on ne filme presque jamais. Parce que ce Moscou-là ne cherche pas à séduire. Il vous observe, silencieusement. Et si vous savez regarder, il vous parle. Voici donc la vraie Moscou. À travers son histoire, sa culture, et ses secrets les mieux gardés. Loin du tumulte, loin du vernis. Un Moscou brut, dense, et plus humain qu'on ne le croit. Je commence ici, à Patriarchès Pont. Rien qu'à prononcer ce nom, quelque chose bascule. Un quartier tranquille, oui, mais chargé. Dès que vous posez le pied ici, l'ambiance change. Il y a un silence. Un calme presque théâtral. Et malgré son nom au pluriel, il n'y a qu'un seul étang aujourd'hui. Mais autrefois, au XVIIe siècle, on en comptait plusieurs. Ce quartier appartenait au patriarche Germogène, chef de l'église orthodoxe russe. C'était un domaine religieux, fermé, sacré. C'est ici qu'on élevait les poissons pour les repas des élites spirituelles. Mais ce n'est pas pour ça que Patriarchès Pont est devenu célèbre. C'est ici qu'un personnage mythique est apparu. Pas dans la vraie vie, mais dans la littérature. Dans Le Maître et Marguerite, le chef-d'œuvre de Mikhaïl Boulgakov. Ici, précisément ici, le diable arrive à Moscou. Le roman, longtemps interdit, est devenu une œuvre culte. Et encore aujourd'hui, vous pouvez croiser des lecteurs qui viennent sur ces bancs, à la recherche de l'endroit exact où quelque chose s'est passé. Certains affirment même avoir senti une présence. D'autres parlent de sensations étranges, de coïncidences troublantes. Fantasmes littéraires? Peut-être. Mais à Moscou, la frontière entre réalité et fiction est mince. Et ce n'est pas qu'un décor de roman. Patriarchès Pont, c'est aussi un haut lieu de l'intelligence indépendante. Pendant l'URSS, c'est ici que se retrouvaient les dissidents, les artistes, les intellectuels. Pas dans des cafés bourgeois, mais sur des bancs, dans des appartements modestes. On y parlait de liberté. On y parlait d'art interdit. Et souvent, on y était écouté. Observé. Car le KGB n'était jamais loin. Aujourd'hui encore, ce quartier a gardé ce double visage. Derrière ces façades élégantes, il reste une tension. Un silence lourd. Un passé qui s'accroche au mur. Et si vous vous arrêtez ici, un soir d'hiver, seul. Si vous fermez les yeux un instant, vous entendrez peut-être, vous aussi, les échos de ceux qui ont refusé de se taire. Je poursuis ma marche, à quelques minutes des étangs, et j'arrive sur Maleya Broneya Street. Cette rue ne paye pas de mine au premier regard. Pourtant, elle est l'une des plus chargées en mémoire culturelle de toute la capitale. Le nom Broneya vient du mot broni, qui signifie réserve ou blindé. À l'origine, elle faisait partie d'un ancien système de défense de Moscou. Des siècles plus tard, ce n'est plus la guerre qu'elle abrite, mais la mémoire vivante de la culture. Au XIXe siècle, de nombreux écrivains ont habité ici. Certains sont tombés dans l'oubli. D'autres ont marqué la littérature russe. Cette rue a survécu aux révolutions, aux purges, aux changements de régime, sans jamais perdre son rôle de refuge pour les esprits libres. En la parcourant aujourd'hui, on ressent encore ce souffle discret mais puissant d'une Moscou artistique, cachée. Elle est aussi connue pour son théâtre, le théâtre sur Maleya Broneya. Fondé en 1945, il a traversé l'époque soviétique sans jamais sombrer dans la propagande pure. Bien sûr, on y jouait des pièces autorisées. Mais entre les lignes, les plus fins observateurs savaient lire autre chose. Une critique. Une inquiétude. Une forme de résistance. Certains metteurs en scène ont risqué leur carrière, leur liberté, simplement pour une mise en scène trop audacieuse. En marchant ici, je longe des façades pastel, des vitrines élégantes, des cafés où l'on entend parler plusieurs langues. Mais si vous levez les yeux, vous verrez autre chose. Des plaques, des noms, des dates. Et parmi elles, un nom en particulier, Solomon Mikoel. Acteur immense. Figure du théâtre yiddish.
directeur du théâtre juif de Moscou. Officiellement, il meurt en 1948 dans un accident. Officieusement, tout le monde sait qu'il a été exécuté sur ordre de Staline. Sa disparition a marqué un tournant. Une chape de plomb est tombée sur toute une culture. Voilà ce que cette rue vous raconte. L'élégance, oui, mais aussi les souvenirs tragiques. Les gloires brisées. La lutte constante pour créer, même dans l'ombre. Ici, chaque pierre a entendu des textes qu'on ne pouvait pas publier. Chaque mur a vu passer des vies entières dédiées à l'art, et souvent, sacrifiées pour lui. Je marche maintenant sur Tverskoy Boulevard. Ce nom, à lui seul, évoque un PN entier de l'histoire moscovite. C'est le plus ancien des boulevards de la ville, inauguré en 1796. Ce n'était pas un simple axe de circulation. Il a été construit sur les ruines d'un ancien mur médiéval, le mur de Beligorod, qu'on appelait aussi la ville blanche. Là où s'érigeait autrefois une frontière défensive, on a ouvert un espace de respiration, de promenade, de représentation. À l'époque tsariste, Tverskoy était surnommé le Salon Vert. Un lieu mondain à ciel ouvert. L'élite moscovite s'y promenait lentement, bras dessus bras dessous. On y parlait de littérature, de politique, d'Europe. Pouchkine lui-même venait s'y inspirer. On dit qu'il écrivait mentalement ses vers en marchant entre les arbres. Mais ce lieu de flânerie a aussi connu le chaos. En 1812, lors de l'invasion de Napoléon, Moscou est partiellement incendié. Le boulevard est touché. Des maisons brûlent. Les arbres sont calcinés. Et pourtant, à la reconstruction, les urbanistes décident de ne pas en faire un simple axe fonctionnel. Ils l'élargissent. Ils plantent des rangées de tilleuls, d'ormes et de chênes. Beaucoup d'entre eux sont encore là aujourd'hui. Certains ont plus de 200 ans. Et ils continuent, silencieusement, d'aligner les époques. Dans les années 1930, Tverskoy change encore de visage. Staline impose une vision monumentale de Moscou. On restructure le boulevard. On construit de grandes façades. On y installe des statues de héros, des éclairages massifs. Le boulevard devient vitrine. Il incarne la nouvelle puissance soviétique. Mais sous cette couche imposante, il reste quelque chose d'humain. Et c'est ce contraste qui me fascine. L'hiver, les lampadaires diffusent une lumière jaune et douce qui donne au boulevard un aspect de scène de théâtre. Tverskoy, c'est ça. Une scène vivante. Une tension entre l'histoire officielle et les vies ordinaires. Entre grandeur imposée et détails intimes. Et quand on prend le temps de ralentir, de vraiment regarder, ce boulevard devient un livre ouvert. Un livre qu'on lit en marchant, et dont chaque pas tourne une nouvelle page. J'avance maintenant sur Bolcheïa Nikitskaya Street. Une rue ancienne, noble, silencieuse, mais dense de souvenirs. Elle remonte à plusieurs siècles et formait autrefois un axe stratégique entre Moscou et la ville de Smolensk. Ce n'est pas une simple rue, c'est une allée intellectuelle, un couloir d'idées, un tracé emprunté par les élites, les écrivains, les scientifiques, les musiciens. Sur cette rue se dressent de véritables joyaux de la culture russe. D'abord, l'Université d'État de Moscou, fondée en 1755 par Mikhaïl Lomonosov. Une institution fondatrice. C'est ici que des générations de penseurs russes ont été formés. Et juste à côté, le Conservatoire de Moscou. Une légende. Tchaïkovski y a enseigné. Rachmaninov y a composé. Shostakovich y a trouvé refuge. Imaginez un instant tous les sons, toutes les notes, tous les silences qui ont résonné ici depuis plus d'un siècle et demi. Je passe devant la façade du conservatoire. Elle est sobre, presque austère. Mais à l'intérieur, c'est toute la mémoire musicale de la Russie qui vit encore. Des étudiants y répètent des concertos, des sonates, des œuvres que leurs maîtres ont créées sur ces mêmes pupitres. Un peu plus loin, il y a l'église de la Grande Ascension. Elle ne saute pas aux yeux. Une coupole verte, une façade classique. Rien de Tapax engrave l'œil. Mais ici, en 1831, Alexandre Pouchkine s'est marié. L'union d'un poète et d'une muse. L'union d'un homme et de son mythe. 3 ans plus tard, il mourait dans un duel absurde, laissant derrière lui l'âme même de la poésie russe. Et aujourd'hui, cette rue est calme. Plus résidentielle. Moins spectaculaire. Mais elle respire encore. Elle vibre dans le silence. Car ici, chaque bâtiment est un chapitre.
Chaque pierre est un paragraphe. Chaque portail est une ponctuation de l'histoire de la pensée russe. Ce que je ressens ici, ce n'est pas de la nostalgie. C'est une forme de respect. Une densité silencieuse. On ne crie pas sur Bolcheïa Nikitskaya. On s'y recueille, même sans le vouloir. On ralentit, on écoute. Et peut-être qu'on comprend un peu mieux ce qu'a été, et ce que reste, l'intelligence russe. Je termine ma marche sur Mokoveia Street. C'est ma dernière étape, et pourtant, tout ici semble me dire que rien n'est terminé. Le nom Mokoveia signifie mousse, comme celle qui pousse doucement sur la pierre. Ce nom vient d'un ancien marché de mousse qui existait ici, à une époque où l'on utilisait cette matière pour isoler les maisons. Ce détail anodin, presque poétique, me rappelle que chaque rue de Moscou cache un passé utilitaire autant que symbolique.